Avec un litre de gasoil qui avoisine aujourd'hui les 2 euros, chaque trajet compte. Pour faire face à la hausse du coût du carburant, certains automobilistes ont trouvé une solution, le covoiturage. Depuis le mois de mars, Céline effectue régulièrement le trajet entre Montbronn et Sarreguemines. Ce matin encore, elle a fait un détour par Binin pour récupérer Alexia, une étudiante qui se rend elle aussi vers Sarreguemines. Pour cette conductrice, le covoiturage est avant tout un moyen de réduire les frais liés à ses déplacements quotidiens. Même si les revenus générés ne permettent pas encore de financer un plein complet, il représente malgré tout un coup de pouce appréciable. Il n'y a pas de petites économies aujourd'hui, je pense, et ça permet du coup d'utiliser l'argent pour autre chose, certainement. Cet argent-là, je vais le mettre de côté, certainement. Si un jour il y a des petites réparations à faire sur la voiture ou quelque chose à payer pour la voiture, ça me permettra d'utiliser cet argent gagné grâce à l'application. Pour le moment, ces trajets sont rendus possibles grâce au partenariat entre l'application Blablacar Daily et la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, un dispositif qui encourage le covoiturage domicile-travail et domicile-études sur le territoire. Grâce à cette prise en charge, les passagers peuvent effectuer leur trajet sans frais, tandis que les conducteurs reçoivent une indemnisation pour chaque voyage réalisé. Là, du coup, je gagne 2 euros par trajet. Et sur l'application, on peut voir les statistiques, le nombre de trajets effectués et tout ça. Mais pour l'instant, je dois être à 56 euros, quelque chose comme ça. Voilà, je me dis, de toute façon, le trajet, je le fais. Donc, autant que ça serve à d'autres personnes du secteur du Pays de Beach si il y a des gens qui font le même trajet que moi et qui ont besoin d'économiser. Depuis son lancement, le dispositif a rapidement trouvé son public. La casque a enregistré une hausse importante du nombre d'utilisateurs et des trajets réalisés, preuve que le covoiturage répond à un véritable besoin sur le territoire. Mais ce succès a aussi un coût pour la collectivité. Nous avons constaté une progression constante du nombre d'inscrits et du nombre de covoitureurs actifs. Ce succès a conduit notre Assemblée à reconduire le dispositif jusqu'à fin 2026 avec une enveloppe annuelle de 200 000 euros consacrée aux aides financières. Jusqu'à présent, nous avons pu poursuivre le dispositif grâce aux reliquats des années précédentes, mais si la tendance actuelle se poursuit, l'ensemble des crédits disponibles sera épuisé dès le mois de juillet. D'autre part, si nous maintenons les règles actuelles sans modification, le coût du covoiturage pourrait atteindre environ 750 000 euros par an à partir de 2027. La casque a donc décidé de mettre fin à cette incitation à partir du 1er janvier 2027. Reste désormais à savoir si sans cette aide financière, les habitudes prises par les usagers perdureront dans le temps. L'heure des départs en vacances a déjà débuté pour certains, mais avant de se lancer sur la route, une vérification de son véhicule est toujours nécessaire. Selon un sondage OpinionWay, ce sont près de 2 tiers des Français qui prévoient de partir en vacances avec leur voiture pour cet été 2026. Dans les garages, comme ici au Speedy de Sarreguemines, c'est une période majoritairement occupée par ces départs. Chargé pas plus que d'habitude, mais après, tous les clients passent pour faire le contrôle de leur véhicule avant de partir en vacances. Il faut commencer par faire un entretien du véhicule. Après, on fait beaucoup de climatisation en ce moment, recherche climatisation. Sinon, pression des pneus, des choses comme ça, quoi. Un dernier point sur lequel il faut être particulièrement attentif, surtout dans des périodes de forte chaleur ou avec un véhicule chargé. Si on fait des longues distances avec autoroute, il faut mettre une pression un peu plus élevée, pression autoroute. Trop chargé avec des pneus sous-gonflés, on peut user les pneus plus rapidement et éclater le pneu. Un danger évité avec une vérification complète chez le garagiste, dont certaines étapes peuvent même être réalisées directement chez soi. Pour faire une vérification, il faudrait 15 minutes. Voilà, avec le niveau de tous les liquides, pression des pneus et contrôler que tous les éléments de sécurité soient OK. Alors, avant de passer au garage, on peut déjà faire le niveau d'huile, le niveau de tous les liquides. Liquide de refroidissement, liquide lave-glace, la pression des pneus, on peut faire soi-même aussi. Nettoyer le pare-brise, des choses comme ça, ouais. Quelques minutes de préparation avant le départ peuvent ainsi éviter de gâcher ses vacances. Un réflexe simple qui contribue aussi à rouler en toute sécurité, pour soi comme pour les autres usagers. Alerte sur un mur déjà fortement fragilisé. À Sirstal, à 2 pas de la mairie, des fissures sont apparues sur le mur de l'église. Par endroits, cette structure en pierre datant du XVIIIe siècle est déjà à un stade de dégradation avancé. La municipalité souhaite engager des travaux d'urgence pour éviter tout risque d'accident. Derrière le presbytère, un pont de mur s'est déjà effondré. Parce qu'il y a 2 ans, on a eu des inondations conséquentes avec des trompes d'eau qui étaient très importantes et on a senti que les murs ont souffert. Tous les murs qui datent de 1700, c'est des anciens murs
qui sont des murs secs. Et aujourd'hui, ils commencent à montrer des signes de faiblesse et celui derrière nous s'est déjà effondré. Donc il faudra qu'on soit très attentif à l'ensemble des murs qui entourent le presbytère et notre salle communale pour qu'on puisse maintenant anticiper éventuellement des futurs effondrements. Et c'est pour cette raison que j'interpelle bien entendu l'État comme le département et la région. Pour identifier de nouvelles sources de financement pour ce projet, l'élu a fait appel à Wassim Kamel, sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines. Pour la subvention concernant la refondation du mur de l'église, c'est une des priorités de l'État. Faire attention au patrimoine historique, au patrimoine religieux. Et là, quand il y a des menaces de chute sur la voie publique de surcroît et pour l'église, la réaction de l'État, elle est très rapide. L'an dernier, les marches et le parvis de l'église avaient déjà été rénovés avec le soutien du département et de l'État. Au cours de cette visite, un autre projet a été évoqué, la modernisation du stade de foot communal. Le terrain en schiste, datant des années 80, ne répond plus aux besoins actuels. La municipalité envisage donc la rénovation des vestiaires et l'installation d'un terrain synthétique. L'entente Petit Rederchin-Sirstal et les communes voisines pourraient en bénéficier, mais le projet est encore à l'étude. L'argent public étant rare, on préfère le distribuer pour que ce soit profitable à tous. C'est ça la solidarité. Nous avons déjà au niveau des écoles un regroupement entre 3 communes qui profiterait éventuellement de cet outil. En attendant, la rénovation énergétique de l'ancien presbytère peut enfin démarrer. Isolation extérieure, réfection de la charpente et remplacement du système de chauffage sont prévus pour améliorer le confort des locataires de ce bâtiment communal. Un investissement de 100 000 € financé à hauteur de 70 000 € par la région et l'État. Moi, je m'appelle Romain Charbonnier, donc je suis ingénieur forestier à l'ONF depuis maintenant 2 ans sur le secteur de Bitche et Sarreguemines. Donc c'est le secteur forestier des forêts publiques entre ces deux zones-là de la Moselle. Les missions que j'ai à l'ONF, c'est donc d'être responsable d'unité territoriale, c'est-à-dire on va dire chef du service de terrain, donc de tous les techniciens forestiers du secteur. Et donc mon rôle, c'est de piloter ce service-là de 10 personnes et puis d'assurer la gestion classique courante, multifonctionnelle des forêts publiques du territoire. C'est un milieu qui m'attirait depuis longtemps. J'étais souvent à la campagne chez mes grands-parents, j'étais souvent en contact du milieu forestier. Et donc c'est un milieu qui m'a attiré, qui m'a plu. J'aimais beaucoup aussi les sciences naturelles quand j'étais à l'école. Et donc de fil en aiguille, en fait, je me suis orienté vers des études de biologie. Et donc j'ai eu l'opportunité d'intégrer une école d'ingénieur dans le milieu du vivant. Et je me suis spécialisé en forêt sur le campus de Nancy de l'école forestière. Et donc en fait tout au long du cursus, ça m'a conforté dans ce choix et j'ai voulu intégrer l'ONF pour mener à bien ces missions-là et puis travailler, comme on disait tout à l'heure, sur valoriser ce que les prédécesseurs nous ont laissé et puis essayer de faire au moins aussi bien vis-à-vis des successeurs, avec en plus un défi inédit qui est le défi du changement climatique et qui nous permet de tester de nouvelles choses et de faire en fait un mix entre la gestion classique qu'on ne peut pas abandonner du jour au lendemain et puis tester quand même de nouvelles choses pour adapter au mieux les forêts au changement climatique. S'il fallait donner des adjectifs pour qualifier le métier, ce serait, je pense, un des premiers que je donnerais, l'adjectif polyvalent, parce que, en fait, aucune journée ne se ressemble. Et même quand on va faire la même opération, par exemple, ce qu'on disait, le martelage des coupes, donc on choisit les arbres à couper, même 2 martelages qu'on fait sur une semaine d'intervalle, c'est pas du tout la même opération potentiellement. C'est vraiment intéressant, moi, je trouve, de toucher un petit peu à tout comme ça, tout en étant toujours dans la même idée de favoriser la forêt et puis aider la forêt à s'adapter. À la fois toujours la même mission, mais jamais les mêmes missions locales et précises. Donc je trouve ça vraiment intéressant et enrichissant parce qu'on apprend tous les jours de nouvelles choses aussi.
que j'apprécie vraiment, moi, c'est justement le fait de faire un peu tout. Parce que c'est satisfaisant de voir, parce qu'on a fait un type de travail, on a travaillé par exemple la régénération, ça va nous permettre derrière de faire un autre type de travail, peut-être quelques années plus tard. Donc c'est pas à l'heure où aujourd'hui tout est immédiat, tout est instantané, ça donne aussi quand même un sens et une satisfaction de voir que sur plusieurs années, on va mener quelque chose, mener un projet sur plusieurs années. Donc le fait de compléter nous-mêmes en fait nos actions, de s'améliorer au fur et à mesure, c'est extrêmement enrichissant. Et puis sinon sur les missions, l'alternance aussi entre les missions de bureau, les missions de terrain, c'est intéressant aussi. Le milieu forestier, c'est vrai que c'est apaisant. C'est un milieu qui est plus calme, on entend les oiseaux qui chantent, c'est quand même quelque chose d'apaisant, même en dehors du monde professionnel, on va dire. Même quand on se balade le week-end en forêt, c'est un milieu qui déstresse, quoi. C'est vraiment quelque chose d'agréable. Et puis ensuite, ce qui me plaît vraiment dans l'approche de la forêt, c'est qu'on est là en soutien, en fait. C'est-à-dire que l'écosystème, en fait, il pourrait, on va dire, se gérer tout seul. Mais on va l'aider ponctuellement en faisant certaines opérations qui vont permettre d'une part de multiplier le nombre de services que va nous rendre la forêt. Donc, parce que évidemment la forêt, l'homme gère la forêt aussi pour en bénéficier. Alors c'est là tout l'intérêt, c'est que le travail permet de protéger le milieu tout en permettant d'acquérir le public là où c'est le plus pertinent, de produire du bois qui nous sert ensuite pour nos activités, pour nos meubles, pour nos charpentes, pour notre bois de chauffage, etc. Et puis tout en préservant des espèces, c'est toujours agréable un matin en forêt quand on voit des oiseaux qui s'envolent, qui vont faire leur nid avec les petites branches. C'est des choses qui, ça paraît pas grand-chose, mais ça fait vraiment du bien de voir ce genre de choses. Avoir cette impression qu'on aide un petit peu le milieu, qui est déjà un milieu très joli naturellement, je trouve ça très valorisant. C'est ce qui donne envie de se lever le matin. Ouais. On arrive à avoir un peu de recul, mais le plus important, c'est ce qu'on laisse à la fin. Et du coup, c'est vraiment... ça donne beaucoup de sens au métier. Donc on apprend aussi beaucoup humainement, j'ai envie de dire, de la nature. Donc c'est quand même très beau de suivre comme ça, d'observer et puis d'agir ponctuellement là où il faut agir. Les changements climatiques, que ce soit les précipitations, les canicules, la température, les régimes de vent, enfin tout ce qu'on veut, c'est quand même un changement extrêmement brutal et pour le coup, il faut vraiment qu'on en prenne la mesure. On va essayer de maintenir la forêt, on va tout faire pour maintenir la forêt. Et la forêt, normalement, devrait se maintenir, simplement, elle va changer de visage. Donc il y a des raisons d'être optimiste, mais il ne faut pas être trop optimiste dans la mesure où il faut quand même être conscient que le problème est grave et que ça va être probablement le principal défi de l'humanité au XXIe siècle. De toute façon, encore une fois, si on n'espère pas, c'est même pas la peine d'y aller, quoi. Donc non, il faut être relativement optimiste, mais toujours conscient du risque et du danger. Il ne faut pas attendre pour s'y mettre. Super Error Bac vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Des bouquets colorés et parfumés, des plats frais et gourmands, ça ressemble au printemps. Cafétéria et fleuriste à retrouver à l'entrée de votre magasin. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Pour demain, le temps est instable et alterne entre passages franchement nuageux et éclaircis. Les températures 18 degrés le matin et jusqu'à 33 degrés l'après-midi. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête au Nolwenn. Très belle journée à tous sur Mosaïque Cristal. Je n'entends pas bien le son de ma télé. Comment changer ça ? Grâce au Bluetooth, les nouvelles générations d'appareils auditifs sont connectés. Vous pouvez recevoir les appels directement dans votre oreille ou vous relier à votre télévision. Et tout ça grâce à une application sur votre smartphone ou à un accessoire. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à faire fleurir vos émotions avec spectacles, découvertes et grands moments à partager. Au programme, près d'une vingtaine de spectacles aux univers variés avec des artistes de renom et des créations originales. Marine Leonardi, Joyce Jonathan, Francis Huster, Stéphane Echer, 3 cafés gourmands, Lucia de Carvalho, Audrey Vernon et de nombreux artistes. Ne manquez pas le lancement de cette nouvelle saison et choisissez vos coups de cœur. Ouverture des abonnements le 1er juillet à partir de 13h, billetterie individuelle dès le 2 juillet à 10h. Programme et réservation sur sarreguemines.fr.
Le festival Les Étendards, spectacles, concerts, cinéma en plein air, du 4 juillet au 29 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Bienvenue dans cette nouvelle aventure en immersion. Aujourd'hui, je suis au cœur du Pays de Beach à la ferme du Kleinwald. On va découvrir ensemble les coulisses de la préparation de leur fameuse glace. Suivez-moi. Bonjour Richard. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans l'exploitation familiale aujourd'hui. Avec plaisir. J'ai hâte de découvrir un petit peu les coulisses des délices glacées du Kleinwald, parce qu'on vous voit souvent lors des marchés, etc. Mais là, l'idée, c'est de comprendre un petit peu votre quotidien, comment ça se passe dans les coulisses. Okay. Du coup, la journée démarre par quoi? Déjà, là, on est sur l'exploitation laitière et d'élevage. Donc là, du coup, on va déjà faire tout ce qui est propre à la fabrication de lait. Donc là, on va déjà nourrir les veaux. On va également voir un peu si l'élevage laitier il se passe bien. On a quelques petites bricoles à faire au niveau des vaches. Et puis voilà, et on sera partant après pour aller faire la glace, quoi. Ok, super, je te suis. Ça marche, Navia. Là, on est dans le bâtiment où il y a la production laitière qui est effectuée avec le robot de traite, le robot de raclage qui va ramasser effectivement les excréments des vaches toute la journée. Mais la première étape qu'on va faire, c'est nettoyer leur logette. C'est un peu leur matelas pour dormir. Donc ça, c'est la première étape qu'on fait quand on arrive le matin. C'est un peu leur nettoyer déjà l'endroit où ils dorment la nuit, quoi. Okay. Donc ça, on peut déjà le faire ensemble. Alors là, tu vois, c'est ce qu'on appelle les logettes. C'est là où elles vont dormir, se reposer la journée aussi. Donc elles ont été calibrées pour que les bouses elles tombent dans le passage où il y a un robot automatique qui passe toute la journée ramasser. Mais il peut arriver parfois que c'est sur les logettes, sur les fameux matelas où ils dorment. Donc le but là, déjà, la première étape, c'est d'enlever tout ce qui est un peu impropre et après on va nous remettre de la paille. Pour qu'elle soit le plus à l'aise possible. C'est ça, le but c'est qu'elle soit le plus à l'aise possible, le plus propre possible aussi pour la traite après. Ouais. Ça évite également que la vache soit trop sale lors de la traite. Donc voilà, l'idée c'est simplement de faire ça. Donc ça, si tu veux le finir sur la rangée, ouais. Et moi après, je vais passer derrière toi avec de la paille pour faire propre. Il y a combien de vaches laitières ici? Alors là, on est il faut compter en moyenne 60 vaches laitières à la traite. Ok. De manière permanente. Après, ça varie en fonction de celles qui sont malades, celles qui vont mettre naissance et des choses comme ça, quoi. Là, c'est une machine assez particulière. Qu'est-ce que c'est? Ouais, alors ça, c'est le fameux robot de traite. Donc ça, c'est l'outil indispensable du coup, pour la traite des vaches. C'est celui-ci qui remplace du coup, tout ce qu'on faisait manuellement avant. Ok. Donc voilà, mais là-dedans, il y a aussi compris tout un outil informatique. Et là, la tâche qu'on doit faire maintenant, c'est voir s'il y a des vaches qui ne sont pas passées à la traite depuis une quinzaine d'heures. Donc là, c'est l'ordinateur du robot qui va nous dire quels numéros de vaches ne sont pas venus se faire traire depuis plus de 12 heures. Donc on sait qu'on doit chercher la 47, la 66 et la 32 dans l'ensemble du troupeau qui se trouve là où on était tout à l'heure. Parce qu'elles doivent être... Oui, donc toutes les 12 heures environ, elles doivent être traites. Donc ça, c'est vraiment nécessaire. Donc l'idée, c'est que parfois, elles peuvent avoir un souci au pied, elles peuvent avoir peut-être un souci médical. Donc elles ne vont pas se lever ou venir d'elles-mêmes. Donc là, l'ordinateur nous indique qu'elles ne sont pas venues. Donc nous, du coup, on va voir ce qui s'est passé, pourquoi elles n'y sont pas allées. Est-ce que c'était juste de la fainéantise ou quelque chose comme ça? Parce que sinon, elles viennent toutes seules, du coup. Sinon, elles viennent toutes seules. Donc okay. à l'avant, il y a un distributeur de granulés qui les récompense à chaque fois qu'elles viennent au robot et qui va aller distribuer de l'alimentation pendant qu'elles se font traire. Donc c'est le numéro sur son oreille qu'il faut regarder? C'est ça. Alors il y a plusieurs numéros. Le numéro 3699, c'est son numéro d'identification, mais le numéro en jaune, ça c'est son numéro où il y a une puce à l'intérieur qui est uniquement importante pour le robot. Okay. Donc c'est là-dedans qu'est localisée la puce pour le robot, qui va nous dire. Donc c'est ce numéro-là qu'on doit chercher. Voilà. Là c'est parti. Allez, hop. Doucement, doucement. Allez, viens. Donc là, tu vois, on a localisé la 66. Et on va la ramener dans un petit enclos, c'est une genre de petite prison, donc où il n'y aura pas à manger dedans et pas à boire, ce qui va l'obliger à aller dans le robot assez rapidement.
En général, elle n'y reste pas plus d'une demi-heure grand maximum, quoi. Donc voilà, elle a l'habitude, donc elle y va toute seule, là. On peut le voir, elle est rentrée toute seule dedans. Donc voilà, et après d'elle-même, elle va passer de la petite prison au robot de traite. D'accord. Ah oui, là, on voit, il y en a une qui est allée dedans. Ouais. Et là, elle ressort tout de suite parce qu'elle est déjà venue plusieurs fois. Donc le robot, il sait qu'elle est déjà venue plein de fois. Donc il ne va pas lui donner des granulés il y en a qui en essayent. abondance. Ouais, voilà. Donc il ne va pas donner des granulés à illimité. Donc voilà, il la refait sortir. Tout ce système, ça vous permet aussi de gagner du temps, j'imagine, de la traite Oui, il y a déjà plus cette charge de travail le matin et le soir. On passait environ 1h30 de traite le matin et 1h30 le soir. Là, aujourd'hui, même une personne un peu moins qualifiée, elle peut effectuer le travail qu'on vient de faire là en une demi-heure le soir. Donc voilà, c'est un tout autre métier. Hein. C'est un peu plus ouvert, il y a un peu plus de suivi technique derrière à faire, quoi. Ok. Et du coup, on a vu, il y a d'abord les pieds qui sont nettoyés, c'est ça C'est ça, donc avec eau chaude et savon, il y a une petite brosse qui va repérer les pieds à l'aide d'un laser et qui va nettoyer l'ensemble des pieds pour que le pied soit le plus propre possible avant la traite. Et après, il va accrocher l'ensemble des pieds pour la traite avec le bras robotisé. Alors là, du coup, on se trouve dans la pièce qui va séparer justement le lait qui provient des vaches qui sont sous antibiotiques, qui viennent mettre au monde un bébé veau. Donc voilà, il va être réparti dans des bidons qui sont là. Et celui-ci, plutôt que d'être mis dans le tank pour le ramassage, il va être servi et utilisé pour nourrir les veaux le matin. Donc voilà, après on va le mettre dans ce qu'on appelle un taxi-lait qui va chauffer ce lait à une température idéale pour eux. Et on va le distribuer le matin. Voilà. Donc là, on va aller donner le biberon à un des petits bébés. Sacré biberon, hein. C'est ça. On se retrouve devant l'un des veaux qui est né il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je t'ai fait l'honneur déjà de lui apprendre à boire au biberon, mais ce soir, c'est quand même toi qui vas t'en charger. Donc voilà, je te laisse. Donc tu vas simplement lui présenter le biberon devant et il va normalement assez boire facilement. Ok. Alors, attends, on va quand même vous montrer qu'il y a le biberon ici. Voilà. Et tu peux lever légèrement le biberon pour que ça penche vers le bas. Et voilà. Et il adore ça. Il y met beaucoup. Là, on se retrouve avec du coup les veaux qui sont du coup classés par ordre de naissance, plus ou moins. Donc ici, c'est là où ils vont recevoir encore le plus de lait. Et après, quand on va arriver au bout du cycle, c'est là où ils vont être sevrés de lait. Ils ne recevront plus que les aliments en granulés. Et après, ils vont basculer soit à l'extérieur dans les parcs, ou soit dans un bâtiment d'engraissage. Ok. Et jusqu'à quel moment, après, ils pourront rejoindre l'exploitation Si c'est une femelle, au bout d'à peu près 2 ans, elle va peut-être commencer à avoir sa première grossesse. Et idem pour le mâle, il va être dans la viande au bout de 2 ans et demi. Donc là, c'est le lait qui provient de l'exploitation. Ouais, donc ça, c'est le lait qu'on allait chercher dans le tank à lait à la haute ferme, et du coup, sur lequel on va travailler pour faire de la glace. Quels sont les ingrédients principaux Alors là, du coup, je t'ai préparé une préparation de glace crème glacée à la vanille Madagascar. Donc du coup, ce qui rentre dans cette recette, c'est toujours la base, c'est le lait. Donc une base de crème anglaise, donc lait, jaune d'œuf, un mélange de différents sucres avec la vanille. Okay. Donc voilà, ça c'est vraiment la base. Et ensuite, à la fin, on vient rajouter la crème sans mixer. D'accord. Donc ça, c'est notre base de préparation. Donc là, je peux déjà t'inviter à faire, c'est rajouter le lait. Ouais. Du coup, là, maintenant qu'on a rajouté le lait et les jaunes d'œufs, on va y incorporer les sucres ainsi que la vanille. Donc je mets tout d'un coup? Oui, tu peux tout mettre d'un coup. Ouais. On a rajouté le sucre à la préparation, on va pouvoir simplement mixer l'ensemble. Donc je vais te laisser faire. Donc là, tu as juste besoin après de mélanger un peu, de faire avec la turbine. À la fin, on rajoute la crème sans mixer pour éviter que ça fasse du beurre et des choses comme ça et que ça tourne. Donc là, on rajoute simplement la crème à la fin. C'est notre fameuse sorbetière. Donc sur la sorbetière, il y a 2 parties, la partie cuisson et la partie refroidissement. Là, on va verser notre mélange dans la partie cuisson pour pasteuriser le mélange. La pasteurisation permettra de créer du coup la DLC d'1 an, mais aussi que les femmes enceintes puissent consommer notre glace. Là, c'est pas du lait cru, quoi. Tout est pasteurisé. Donc du coup, ça c'est une machine qui est super importante dans la fabrication après de la glace. C'est ça, elle est indispensable et surtout elle permet la cuisson et le refroidissement sur le même appareil, ce qui fait gagner un gain de production beaucoup plus important que certaines sorbetières
Vous faites la cuisson à part et le refroidissement de l'autre côté. Et là, du coup, dès que j'ai versé mon mélange, j'appuie ici. Ça va créer un numéro de lot, un suivi de l'eau et à quelle heure je l'ai lancé. C'est super important, notamment pour les grandes surfaces, pour avoir le suivi et la traçabilité, quoi. Du coup, sur la table d'emballage, on va utiliser cette machine-là, qui est une étiqueteuse, sur laquelle on va reporter le numéro de lot qu'on avait sur la machine tout à l'heure. Et on va aller le mettre sur les pots qui sont là, qui vont nous servir à vendre aux restaurants qui ont commandé et à notre manifestation de ce week-end. Voilà. Donc voilà, je te laisse l'honneur d'étiqueter l'intégralité de ces pots. Donc là, sur l'étiquette que tu vas mettre, il y aura le numéro de lot et la DLC. Donc tu peux le mettre sur la partie en dessous des pots. Et du coup, comment vous est venue l'idée avec ta famille de créer des glaces ? On était dans un moment où on avait besoin de revaloriser la production laitière. Et mon frère avait déjà ça en tête d'un peu plus longtemps que moi. Et puis on a eu l'occasion de la goûter sur un salon à Metz. On a trouvé ça l'idée géniale. Et on s'est dit, on va une fois voir, on va faire venir ceux qui nous proposent le concept. Et finalement, en 2 mois, on s'est décidé. Et en décembre 2017, on avait sorti déjà nos premières bûches et on avait lancé le concept en septembre, quoi, donc 2017. Donc c'est venu un peu vite, mais c'était vraiment un coup de cœur gustatif, quoi. Et ça fonctionne bien parce que maintenant on les voit partout, quasiment dans le secteur. Ouais, c'est ça. On est quasiment présent dans l'intégralité des supermarchés de notre secteur. On est un peu partout sur les manifestations. Donc c'est un produit qui vient être connaître de plus en plus, donc c'est bien, quoi. Notre mélange est arrivé à température. Il a atteint le degré de pasteurisation de 84 degrés. Donc là, il va descendre dans la partie inférieure de la machine, donc ce qui va procéder au refroidissement. Donc là-dedans se trouvent des couteaux qui vont procéder au foisonnement naturel, mais on ne va pas y incorporer de l'air comme le ferait un industriel. Là, il y a uniquement le foisonnement naturel, donc ce qui fait que notre glace elle est beaucoup plus lourde qu'une autre en termes de poids et de volume, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça va durer à peu près 5 minutes et ça va descendre jusqu'à moins 10 degrés, mais très rapidement. D'accord. En termes de quantité, vous êtes à combien de litres par semaine, par exemple ? Alors là, par semaine, en général, on fait 150 litres de glace. Ça, c'est un peu la moyenne annuelle. Alors, il y a des périodes comme janvier et février, c'est hyper calme. Mais après, sinon, le restant de l'année, après, ça redémarre très, très vite, quoi. Du coup, maintenant qu'on a rempli nos pots et qu'on a égalisé, on peut fermer avec les couvercles. Vas-y, je te laisse faire. Donc ici, c'est une exploitation familiale. Je travaille avec ton frère et ta maman, notamment. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe au quotidien ? Bon, ça va, ça se passe plutôt bien. Après, travailler en famille, tout le monde connaît. Il y a des hauts et des bas, mais ça, après, on est dans un contexte, l'agriculture, c'est un monde assez difficile. Il vaut mieux affronter tout ça en famille. Et c'est quelque chose qui se passe plutôt bien en ce moment, donc pourvu que ça dure. Et c'était une évidence pour toi de justement rejoindre cette aventure familiale Il y avait toute cette partie glace, tout le développement de la restauration. Et effectivement, c'était quelque chose où mon frère il était sur l'exploitation fermière. Donc ouais, c'était une évidence pour moi d'apporter mon savoir-faire, notamment à ce niveau-là, quoi. Et tu as fait une formation particulière, tu as suivi des études ou quel est un peu ton parcours ? Alors mon parcours, il n'est pas du tout agricole, il est vraiment commercial à la base. J'étais responsable de magasin à Action avant d'intégrer l'exploitation. Donc du coup, voilà, j'ai apporté mes connaissances, notamment dans tout ce qui était le commerce, pour après des marchés, des grandes surfaces, des choses comme ça, quoi. Donc ici, vous voulez aussi de plus en plus miser sur la restauration, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Alors là, on se retrouve dans un ancien poulailler qui a été entièrement réaménagé, nettoyé, désinfecté pour proposer la restauration. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a lancé l'année dernière et qu'on va renouveler cette année. Donc ça, c'est vraiment un objectif, c'est de développer vraiment la restauration et le mode glacier à la ferme. Ok. Et du coup, en restauration, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Alors, on retrouve notre classique burger. Celui-ci, il est en constant sur la carte et on peut manger ça de 11h30 à 17h le soir en continu, en même temps que les glaces. Et toutes les semaines, on a un nouveau menu. Okay. Donc, et cette année, on va également lancer toute nouveauté, c'est la pirade. Donc, pirade à partager pour 4 personnes, avec la viande de la ferme et tout, ça va être vraiment super. Et ça fonctionne bien au niveau des personnes du secteur qui aiment venir justement à la ferme sur place ? Ouais, c'est ça. Donc l'année dernière, sur l'ensemble des menus, on avait toujours après une 40, 50 de personnes qui s'inscrivaient et une 20 qui se rajoutaient pour venir consommer de la glace, pour manger un burger dans l'après-midi. Donc tout ça, on avait quasiment complet l'année dernière à chaque fois. Donc on a pu bien suivre un petit peu tout le cheminement de l'exploitation jusqu'au produit de la glace. Donc merci beaucoup pour toutes ces explications. Toi, au final, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton activité, dans ton quotidien ici ?
Comme tu as pu le voir, on a touché à plein de métiers différents. C'est l'absence de routine, tu vois. On va autant être sur l'exploitation, travailler avec les animaux, mais après aussi sur la pâtisserie, la glace. Après, il y a tout le côté démarchage, la cuisine. Ouais, en fait, ça prend un panel extrêmement large de métiers. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment bien dans ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Ok, encore une fois, merci beaucoup. Bonne continuation à toi et toute ta famille. Merci. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure en immersion.